Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, bienvenue à tous. On est nombreux ce soir, c'est super, une bonne soixantaine de personnes. Je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler la conférence ce soir. Et puis après, je vais introduire et puis laisser surtout la parole à nos invités de 10 heures. Déjà, c'est super de voir que vous avez été si nombreux à répondre à l'invitation. Pour le fonctionnement de Zoom, je pense que tout le monde commence à bien savoir comment ça fonctionne. Pour que ça soit le plus interactif possible, n'hésitez pas à participer comme vous le faites déjà dans le chat. Ça sert à la fois à réagir, mais aussi à poser des questions au cours de la conférence. Donc vraiment, servez-vous-en et moi, je suis Claire d'Adatech School et je suis là pour modérer la conférence ce soir. Donc, je poserai des questions et je prendrai aussi vos questions que j'adresserai aux intervenants. La conférence, du coup, va durer 1 heure et quart. 1 heure de conférence et un quart d'heure de questions. On prendra aussi vos questions au fur et à mesure. Et comment ça va se passer? Je vais faire une très courte intro. Je vais présenter d'abord Ada, puis 10 heures. Et puis, le plus important, je laisserai ensuite la parole à nos quatre invités de ce soir que vous pouvez identifier parce qu'ils ont la vidéo. Alors, on est déjà 65. Il y a Juliette qui travaille aussi chez Ada qui s'occupera d'accueillir les retardataires. Donc, je commence par vous présenter Ada Tech School. Donc voilà, là, je suis dans les locaux d'Ada. Ada Tech School, c'est une école d'informatique féministe, donc qui est ouverte à toutes et à tous. Et le but, c'est d'ouvrir les formations d'informatique à de plus en plus de femmes. Aujourd'hui, il n'y a que 10% de développeuses au total. Et donc, le but de cette école, c'est de rendre accessible le code et l'informatique aux femmes. Donc, ça passe par notre communication, aussi notre pédagogie, donc notre manière d'enseigner le code. C'est une école qui a lieu en 2 ans, 9 mois en présentiel à Paris à l'école et 1 an d'alternance dans des entreprises partenaires. Du coup, la grosse différenciation par rapport à d'autres écoles qui existent sur le marché, c'est le fait qu'on apprend en faisant. Donc, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de profs, ce sont des encadrants. Et on apprend par projet qui dure 2 semaines, donc des projets très, très concrets. Voilà pour Ada. Je laisserai Juliette vous envoyer le lien du live de présentation qui a lieu demain, donc qui présente l'école pour les personnes présentes qui seraient intéressées pour soit s'orienter vers la tech, soit se réorienter vers la tech. On a les 2 types de profils. Du coup, je suis ravie d'accueillir 4 personnes de chez Deezer ce soir. Donc moi-même, j'ai travaillé chez Deezer pendant 4 ans, au tout début après mes études. Et c'est une entreprise que j'ai vraiment adorée, que j'ai quittée avec peine pour aller vers d'autres aventures. Et du coup, j'étais ravie de les réinviter ce soir parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de liens avec ce que je fais chez Ada Tech School. Parce qu'en fait, chez Ada, comme j'ai commencé un peu à vous l'expliquer, nos élèves, ils ne viennent pas seulement pour apprendre à coder, ce n'est pas une fin en soi, ils viennent pour apprendre à coder au service de quelque chose. On met très en avant le fait qu'ils viennent pour apprendre à coder et à être créatif grâce au code. Donc, ce pourquoi j'ai pensé à Deezer pour venir témoigner et notamment à des profils assez variés. Donc, vous allez voir RH, musique, tech. C'est tout d'abord, j'ai pensé au fondateur de Deezer qui s'appelle Daniel Marelli, qui est vraiment à l'origine du streaming. Et je pense que si Ada avait existé à cette époque, peut-être, il aurait pu être notre élève parce que c'est quelqu'un qui a un profil assez particulier. Il est autodidacte, donc il n'a pas eu le bac. Il est ultra créatif, donc il a eu cette idée du streaming et il a foncé, il a codé du coup ce qui est l'ancêtre de Deezer. C'est quelqu'un ouais, comme je le disais, hyper créatif et ça se sent dans toutes les idées de produits qu'il a eu pour Deezer. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à penser à Deezer. Et puis après, en réfléchissant, je me suis dit que
en fait, les développeurs et développeuses de Deezer, en développant un service qui permet d'écouter de la musique partout dans le monde en illimité, c'est des vrais créateurs. Ils contribuent à créer un outil qui nous sert tous les jours. Et c'est un service qui doit être accessible à tous. Il n'y a pas de cible précise chez Deezer. C'est un service que tout le monde peut et doit utiliser. Donc, il y a aussi cette dimension de faire un produit qui soit accessible, qui soit inclusif, aussi bien aussi au niveau des artistes qui sont promus. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant, le lien entre Ada et Deezer. Je vous fais juste un petit point sur Deezer, où ça en est aujourd'hui pour ceux qui se posent la question. Donc c'est Elsa qui m'a envoyé quelques stats sur Deezer. Donc c'est le service de streaming numéro 1 en France en part de marché. Il y a 50 millions de titres sur Deezer, c'est présent dans 180 pays, 16 millions d'utilisateurs actifs à gérer et 500 personnes qui travaillent chez Deezer. Donc, vous imaginez que ça fait du boulot aussi pour l'équipe de développement qui est derrière tout ça. Donc, ce soir, on a 4 invités que je vais laisser se présenter. Ils se présenteront encore mieux que je le fais. Ils vont répondre aux questions suivantes. C'est d'abord comment la tech a contribué à la révolution musicale. On peut vraiment appeler ça une révolution. Comment Deezer a changé du côté utilisateur notre consommation de la musique. Et aussi, donc plus pour Émilie qui est là ce soir, comment une boîte tech licorne française s'engage et montre l'exemple en termes de diversité dans la tech, donc des sujets qui, nous, chez Ada, nous concernent particulièrement, et vous aussi chez Deezer. Donc, Rachel va nous expliquer au tout début comment la tech a révolutionné le monde de la musique. Angéline va mettre en avant un outil backstage qui permet de se mettre en relation avec les artistes. Ensuite, ça sera Manuel qui va nous présenter, qui est directeur de la R&D, qui va nous présenter les innovations sur lesquelles il travaille. Vous aurez même droit à une démo en direct. Et ensuite, je laisserai Émilie qui nous expliquera comment Deezer s'engage sur les questions de la diversité et du recrutement. Voilà pour le programme. Du coup, j'ai assez parlé. Ce qu'on peut commencer à faire pour lancer la conférence, ce que je vous propose, c'est que chacun et chacune de vous quatre, vous vous présentiez tour à tour. Moi, ce qui m'intéresse, déjà, c'est de savoir, peut-être pour tous ceux qui sont là, qu'est-ce que vous faites chez Deezer, mais surtout, comment vous est venue l'idée de travailler chez Deezer, votre rapport à la musique et ce qui vous passionne dans votre job actuellement. Qui veut ouvrir le bal? On peut faire dans l'ordre. Rachel, si tu veux commencer. Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, merci Claire pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec vous pour cette conférence et particulièrement pour cette école. Donc, je trouve la démarche vraiment formidable. Donc déjà, ça c'était pour commencer. Donc moi, je m'appelle Rachel Cartier. Je suis Head of Music de Deezer en France depuis quelques mois déjà. Ça fait 7 ans que je suis chez Deezer. Donc effectivement, je fais partie, on va dire, des historiques, pour le dire poliment. Et auparavant, donc ça fait au bout de 7 ans chez Deezer, donc j'étais éditrice plutôt. Donc je m'occupais des playlists, des relations avec les artistes et les labels. Et aujourd'hui, donc je dirige la stratégie musique France. Donc ça comprend les playlists, la création originale et effectivement voilà tous les échanges qu'on peut avoir avec les artistes et leurs labels et leurs équipes. Auparavant, j'étais en maison de disques, donc je travaillais pour Vagram, donc j'ai travaillé pour Orelsan, The Do, Lilywood and the Prick, Oxmo Puccino, plein d'artistes comme ça, voilà, vraiment formidable. J'étais au digital et encore avant, j'étais attachée de presse. Et donc, j'avais développé le pôle web à l'époque pour le compte de l'agence pour laquelle je travaillais. Voilà. Super. Merci pour la présentation. Angéline, je te laisse enchaîner si tu veux. Ouais, ok. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Angéline Perdereau. Donc je travaille chez Deezer depuis 6 ans maintenant. Et je vais gérer en fait toute la partie développement back-end
sur plusieurs projets, à la fois sur la partie Deezer, donc aussi bien le web que les API qui desservent le mobile, pour toutes les pages de contenu, donc ça va être les pages artistes et les pages albums principalement, mais aussi sur tout ce qui est aspect social sharing. Donc récemment, on a sorti le projet My Deezer Year. C'est un projet qui vous donne un récap de votre année 2020 en musique. Donc voilà, ça fait partie des projets que l'équipe dans laquelle je suis a géré. Et à côté de ça, on travaille aussi sur tous les projets d'analytics, donc à la fois sur Backstage, qui va être focus sur l'analytics de la partie musique, mais aussi sur sur les analytics de podcast. Voilà un petit peu pour le tour de ce que je fais aujourd'hui chez Deezer. Concernant mon parcours, donc, je suis rentrée chez Deezer via mon réseau. Tout simplement, un ancien collègue m'a proposé de joindre l'aventure Deezer. Et je croyais tellement au projet et je croyais tellement en Deezer que j'ai rejoint. Voilà. Et donc avant cela, avant de venir chez Deezer, j'étais développeuse en Presta dans une société de jeux vidéo je travaillais pour un studio Ubisoft en fait. Voilà principalement ma petite présentation. Je ne sais pas s'il faut que j'ajoute quelque chose. Peut-être pour devenir développeuse, tu as suivi quelle formation? Alors, j'ai fait une école d'ingé qui s'appelle Supinfo. Okay. Voilà. Donc, tout de suite après le bac, au final, je suis rentrée dans cette école-là. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette école? C'est simplement parce qu'en dernière année, ils avaient un partenariat avec une université à Oxford qui me permettait d'obtenir un double diplôme. Et donc, c'était assez cool de pouvoir profiter de tout ça. Top. Voilà. Merci. Alors, je vois plus la vidéo de Manuel. Est-ce que tu es là? Je suis toujours là, ouais. Ah oui, ok. Parfait. Bah, je te laisse enchaîner. Eh ben, merci. Merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Ça va être assez redondant, mais moi aussi, ça fait 7 ans que je suis chez Deezer. On n'a pas fait exprès, mais on est à peu près arrivés ensemble, Angéline, Rachel et moi. Avant ça, j'ai fait une thèse en fait en analyse automatique de la musique. Alors c'est un sujet qui est vraiment très particulier et qui, maintenant que j'y pense, me destinait un peu à venir travailler chez Deezer. Je vois pas très bien parce que j'aurais pu travailler après. Voilà, je me destinais plutôt à une carrière dans l'académique comme chercheur. Et puis le hasard d'une rencontre dans un bar avec un ancien collègue a fait que finalement je suis plutôt devenu développeur chez Deezer. Parce que je me rappelle très bien que j'ai passé un entretien avec Dan, le fondateur. Je lui ai raconté ce sur quoi je travaillais pendant mes recherches. Il m'a juste dit c'est cool, viens faire ça chez nous. Et puis voilà, c'était à peu près l'entretien. Donc au début, j'ai travaillé sur les algorithmes de recommandation chez Deezer. C'était à l'époque où on mettait en place le flow et où on essayait d'inventer des systèmes comme ça pour créer pour chaque utilisateur une expérience unique avec un catalogue gigantesque. Et puis, c'était un défi technique complètement incroyable. Et donc, je faisais essentiellement du développement informatique quand je suis arrivé chez Deezer. Et puis, au bout d'un moment, on m'a demandé de monter une équipe recherche parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait, pour pouvoir faire de la recommandation, plein de problèmes beaucoup plus graves de catégorisation du catalogue, de compréhension de comment on organise la musique en fait et comment on peut ensuite proposer des parcours et des navigations dans ces espaces-là. Et donc j'ai ressorti ma casquette de chercheur en analyse automatique de la musique et on a monté une équipe de recherche. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un titre un peu pompeux de directeur de la recherche, mais parce que j'étais le premier et que globalement je suis le plus ancien. C'est une petite équipe, on a des chercheurs, des développeurs, il y a des doctorants maintenant avec nous, des gens qui font leur thèse, co-encadrés par nous et l'université. Et puis on travaille sur tout un tas de sujets qui vont de la compréhension automatique de la musique. Donc quand on nous livre un morceau de musique, on va essayer de détecter la langue, on va essayer de détecter quels instruments sont en train de jouer, on va essayer de détecter le genre, le mood, tout un tas de descripteurs comme ça. Et puis maintenant, on essaie aussi d'essayer de comprendre les contextes d'écoute. En fait, tout ce qui peut nous permettre de construire des méthodes de recommandation plus efficaces, de comprendre quelles sont les intentions des utilisateurs quand ils viennent sur une plateforme comme Deezer, comment ça peut se traduire en termes de contexte d'écoute et comment on devrait adapter nos algorithmes ou notre plateforme à ces contextes pour
globalement, permettre à chaque utilisateur partout dans le monde d'accéder à des dizaines de millions de titres, plus des dizaines de milliers qui arrivent tous les jours. Voilà, donc c'est des défis relativement fascinants. Super, bah, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Et ensuite, du coup, Émilie, je te laisse finir le tour des présentations. Merci et merci encore pour l'invitation. Alors moi, je suis la petite nouvelle en fait. Donc là, on en a 3 qui sont les anciens, qui sont là depuis 7 ans. Moi, ça fait même pas 1 an. Je suis arrivée au tout début de l'année, en janvier, pour prendre le titre pompeux de Chief People Officer, qui veut dire finalement que je suis DRH de la boîte, quoi, hein. C'est aussi simple que ça. Je suis à la tête de l'équipe RH qui a pour objectif de à la fois recruter des gens très talentueux comme ceux qui sont là, et faire en sorte qu'ils s'épanouissent au sein de l'entreprise, qu'ils puissent mettre leur talent au profit des performances de l'entreprise, en s'épanouissant. Donc voilà très simplement la mission des RH et comment je suis arrivée là. Le hasard fait bien les choses. Je n'avais pas forcément pensé à Deezer, pour être honnête. Moi, avant, je travaillais chez Tesla et avant ça, je travaillais chez L'Oréal. Donc, c'était pas, ça m'aurait pas forcément traversé l'esprit de jumper comme ça d'un univers à un autre. Et c'est quelqu'un qui est venu me chercher et qui m'en a parlé. Et en revanche, c'est vite devenu une évidence que c'était la bonne aventure. Parce que moi, ce qui me motive dans des entreprises, il y a 2-3 choses qui sont communes finalement à ces 3 boîtes très différentes que sont L'Oréal, Tesla et Deezer. C'est d'abord, c'est des boîtes avec des gens passionnés. Et moi, j'ai beaucoup d'énergie, donc j'ai besoin de gens autour de moi qui sont comme ça, qui sont passionnés et qui ont de l'énergie à revendre. Donc, je m'en suis très vite rendu compte quand j'ai passé les entretiens. Et puis, j'ai besoin d'avoir une raison d'être, un sense of purpose de la boîte assez important. Ouais, typiquement, voilà, quand on dit qu'on a bossé chez Tesla, on comprend que c'est un élément important. Et Deezer, ça travaille sur la musique. Et pour moi, un monde sans musique serait un monde moins beau. Donc, j'ai besoin de sentir que je contribue à quelque chose de plus grand et de plus fort, ce qui est vraiment le cas chez Deezer. Et je crois que tu avais une des questions qui était ton rapport à la musique. Ben, voilà. Alors, je ne suis pas musicienne. Moi, je fais de la danse, mais tu ne peux pas faire de danse si tu n'as pas de musique. Donc, j'ai quand même un rapport direct à la musique, notamment via la danse. Voilà en ce qui me concerne. Ok, super. Bah, merci pour vos présentations. Du coup, je vous propose de commencer avec la première partie, de mieux comprendre comment la tech a révolutionné le monde de la musique. Du coup, c'est plus une question pour toi, Rachel, qui a suivi, en plus, si tu étais en maison de disques avant, qui a suivi cette révolution de près. Est-ce que tu peux un peu nous raconter l'histoire, comment l'idée de Deezer est venue, comment la révolution du streaming est arrivée? Alors effectivement, je peux commencer par un petit préambule et quelques dates sur Deezer. Donc Deezer, ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est français. C'est toujours intéressant de le rappeler quand on a des succès comme ça qui sont locaux. Je pense que c'est important de le célébrer. Deezer, alors je ne sais pas si c'est pour la petite histoire ou si c'est vrai, et honnêtement, je pense que c'est vrai parce que les personnes qui me l'ont raconté, j'ai toute confiance en eux, mais Deezer a été codé sur le coin d'une table dans une cuisine en juin 2006 par Daniel Marelli, qui, je pense, cherchait une solution pour écouter de la musique assez simplement. Donc, le Just Hack It, qui est un de nos motos, ne vient pas de nulle part. Ensuite, voilà, il y a eu des évolutions qui ont fait qu'il a fallu passer des contrats pour pouvoir rendre toute cette opération, je dirais, beaucoup plus clean. Et en gros, voilà, on a négocié avec la SACEM. Ensuite, donc, ce qui était auparavant Blog Music est devenu Deezer en 2007. Deezer a signé son premier accord avec une major en 2007 également, en octobre. Donc, c'était avec Sony BMG à l'époque. Ensuite avec des indépendants, ensuite il y a eu une création d'une régie publicitaire et ainsi de suite. Et je dirais que là c'était parti pour la belle histoire qu'on connaît. Donc voilà, et très sincèrement, pour moi, ma carrière, je l'ai commencée en 2008, donc effectivement, j'ai suivi de ça de très près. Je dirais que quand j'ai commencé à travailler dans la musique, donc mon premier job, effectivement, c'était déjà
c'était déjà la crise. L'industrie du disque s'était pris une crise de plein fouet et les majors se portaient pas aussi bien, les ventes chutaient, il y avait un téléchargement illégal qui avait complètement terrassé cette industrie. Et au final, c'est vrai que ce qui est arrivé, je dirais dans un premier temps comme quelque chose d'assez négatif, puisque là c'était encore une fois du piratage au départ, s'est transformé en quelque chose d'au contraire très positif, puisqu'en fait il y a une solution qui a été apportée pour justement enrayer comment dire, toute cette fraude et ces comportements qui n'étaient pas souhaitables et qui ne permettaient pas aux artistes de pouvoir vivre de leur art. Donc je dirais que la plus grande difficulté, et c'est en ça où Deezer a beaucoup évolué aussi au fur et à mesure de ces années, c'était de refaire comprendre aux gens, aux utilisateurs, que la musique est un art et qu'elle nécessite beaucoup de travail pour être composée et réalisée, et qu'il faut aussi que les artistes puissent en vivre, et que donc la musique n'était pas gratuite. Voilà. Donc, pourquoi je mentionnais la régie publicitaire, c'est pas un hasard, c'est qu'effectivement, il a bien fallu trouver un moyen pour, avant que les gens passent à des solutions payantes, qu'on puisse, nous, Deezer, nous rémunérer, et rémunérer ensuite les partenaires avec qui on a signé des accords, qui eux-mêmes ensuite rémunèrent les artistes. Et je dirais qu'au fur et à mesure du temps, les personnes, certaines personnes assez emblématiques de l'industrie du disque, qui étaient assez réfractaires au streaming, s'y sont plus ou moins résous, puisque au final, aujourd'hui, on voit que le streaming représente une part croissante et considérable des ventes, et que ça a complètement relancé l'économie au fur et à mesure des années. Donc voilà, et Deezer s'est lancé à peu près à la même période que Spotify, et ont des histoires à peu près similaires, et voilà, ça a vraiment permis de réinsuffler de la croissance parmi cette industrie du disque. Et encore une fois, pour l'avoir vécu de plein fouet, puisque c'est à ce moment-là où j'ai commencé ma carrière, et pour être passée en label, je dirais que j'ai vu la naissance de Deezer, l'arrivée de Deezer au sein des labels où très clairement les gens étaient hyper réfractaires en disant oui, de toute façon ça ne marchera jamais, etc. Pour ensuite voir où on en est aujourd'hui, et où il est impossible aujourd'hui pour un artiste très très difficile de passer à côté, quoi. Voilà. Ok, merci pour ce panorama. Et du coup, sur la relation avec les artistes et les maisons de disques, ça m'invite à interroger Angéline sur ce sujet. Je crois que tu voulais nous parler de l'outil Backstage qui permet justement de gérer la relation avec eux. Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer ce que c'est que Backstage, comment ça marche, et de quoi tu t'occupes sur Backstage? Oui, bien sûr. Alors, Backstage va être un outil qui va permettre un outil d'analyse qui va permettre de fournir aux distributeurs, aux labels, mais aussi aux artistes et aux managers, leur fournir des statistiques directes sur leur contenu. Donc, ils vont pouvoir se rendre compte de quelle population écoute, par exemple, leurs chansons, leur catalogue. Ils vont pouvoir avoir des statistiques assez détaillées. Ça va du nombre d'écoutes au total, au nombre d'utilisateurs uniques qui performent toutes ces écoutes. Donc pour revenir un petit peu sur l'aventure Backstage, donc Backstage est un projet qui a 4 ans. Donc il y a 4 ans, j'ai débarqué sur ce projet-là. Donc j'ai créé ce projet-là avec une équipe très minimaliste. C'était assez simple. On était composé d'un produit, donc une personne qui faisait office de PM, PO, gérer les deux en même temps. Un produit, un dev back et un dev front. Et le dev front était arrivé un petit peu après. Et donc, on devait reprendre. Donc, il y avait déjà un projet qui existait qui permettait aux distributeurs de suivre leur livraison de musique. Donc, on a fait évoluer ce projet
pour l'ouvrir davantage et proposer un service d'analyse. Donc, tout un système qui met à disposition des datas sur les écoutes. Et donc, petit à petit, on a ouvert progressivement cet outil à de plus en plus de personnes. Donc, voilà, au début, c'est pas forcément évident de rentrer dans ce projet parce qu'on a énormément d'idées. C'est un projet qui est très ambitieux, qui demande... qui a beaucoup d'excitation, qui demande beaucoup d'engouement, enfin, voilà, c'est quelque chose pour lequel on se passionne assez rapidement et on a envie de toujours aller plus loin, de toujours ajouter une fonctionnalité en plus. Maintenant, il faut, tout comme tout projet, au final, il faut se contenir à une première version. Donc, c'est là où il faut réussir à trouver le bon équilibre entre livrer un produit et un produit vraiment tout complet comme on aimerait. Donc voilà, on livre une première version et après, nous, on croit au projet, hein, bien sûr, et là, on se rend pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir. On commence à se rendre compte de l'impact à partir du moment où on a des feedbacks via l'équipe de Rachel, qui, eux, sont en contact direct avec les artistes, avec les distributeurs, avec les labels et les managers, et eux nous font des retours sur notre outil. Et donc là, on se rend compte au début, on se prend une vague de merci et on a plein d'étoiles dans les yeux parce que c'est assez formidable de voir tous ces retours hyper positifs sur ce projet qui nous tient à cœur. Et donc là, à partir de ce moment-là, tout devient concret et il y a une grosse prise de conscience de l'impact que va avoir Backstage au cours des années. Et donc aujourd'hui, juste pour donner quelques chiffres, aujourd'hui Backstage est ouvert à 25 000 artistes. Donc, les 25 000 artistes se connectent aujourd'hui via ce portail-là pour obtenir directement leurs statistiques. Voilà un petit peu la présentation globale de Backstage. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire d'un point de vue technique, c'est codé en quel langage? Et du coup, tu as mentionné que vous étiez une petite équipe au début. Là, actuellement, il y a combien de personnes dessus? Comment vous vous départagez les tâches? Alors aujourd'hui, l'équipe a bien grandi, le projet a bien grandi. Donc pour l'aspect technique, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Par rapport à la technique, on est sur du langage PHP, parce que Deezer est en PHP. On a vraiment pris la stack Deezer que l'on a migré sur ce projet-là. On est donc sur du Symfony. On utilise principalement le kernel Symfony avec un système de middleware. Je rentre un petit peu dans les détails, mais je vais être très brève. Donc voilà, avec un système de middleware maison qui a été codé par l'équipe et qui est utilisé dans d'autres projets aussi. Après, on fonctionne beaucoup avec des API. On va récupérer la data sur une API. Et on expose la donnée via une API. Au début, on n'exposait pas la donnée au front, on ne l'exposait pas via une API parce qu'on avait des contraintes de délai qui étaient assez short. Donc voilà, on a fait les évolutions petit à petit et voilà. Et demain, l'équipe sera composée d'une partie mobile pour ouvrir, comme on a pu le faire avec la partie Analytics by Deezer, qui, elle, se focalise sur la notion de podcast. Demain, on peut très bien ouvrir, étant donné que notre architecture au complet prépare un petit peu l'utilisation d'une application mobile, il sera très facile de se brancher dessus pour l'avenir, quoi. Voilà un petit peu la partie tech de Backstage. Ok. Et sur l'équipe, du coup, là, vous êtes combien actuellement sur Backstage? L'équipe, je dirais qu'en côté back-end, on est 3. Côté back-end, on est 3. Il y a 2 fronts et il y a une partie mobile du coup qui commence à nous rejoindre. Et bien sûr, on a toute une équipe aussi de produits. Le design, on n'a pas de design dédié, mais on a une personne référente au sein de l'équipe design qui nous fournit tous les designs. Et puis, bien sûr, on a notre QA qui est là pour assurer Backstage aussi. Ok, top.
Si vous avez des questions pour Angéline, des questions techniques, parce que je sais qu'il y a quelques développeurs et développeuses qui sont là, n'hésitez pas. Du coup, Angéline, j'avais aussi une question pour toi, parce que comme tu sais, Adatex School est une école d'informatique féministe. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré des problèmes du fait d'être une femme développeuse? Est-ce que ça a pu te poser problème? Comment tu as vécu ça? C'est une bonne question. Je pense que beaucoup de personnes se posent la question d'être une femme dans le milieu de la tech qui est plutôt un monde d'hommes. Eh bien, en fait, ça ne pose absolument aucun problème. C'est assez, ça peut paraître bizarre, mais être une femme aujourd'hui, dans un monde dans le monde qu'est la tech, ça ne pose pas de problème. Et je dirais même que c'est plutôt une force. Une femme au sein d'une équipe d'hommes va apporter de l'équilibre. Les blagues vont être différentes, la communication va être différente, l'ego est différent, la sensibilité n'est pas la même. Et donc, en se basant sur une communication explicite, parce qu'il va falloir devoir mettre en place cette notion-là au sein des communications, les hommes, malgré ça, restent bienveillants, même s'ils sont parfois maladroits, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de l'importance du choix des mots par rapport à la sensibilité qu'on peut avoir en face. Ça reste malgré tout hyper bienveillant. Une fois que tout est explicite, tout va bien. Donc ça, c'est plus pour une partie communication. Pour la partie purement tech, il n'y a absolument aucune différence. On a fait les mêmes études, que l'on soit autodidacte ou que l'on sort d'une école d'ingé, au final, on est tous capables de coder de la même façon. Et je dirais même que l'avantage d'avoir une femme au sein d'une équipe d'hommes va permettre de confronter un petit peu la vision des choses et la façon de penser les projets. Donc ça peut être assez, ça peut être assez intéressant de challenger un petit peu les idées et de les confronter pour un projet encore meilleur, enfin vraiment encore plus développé, encore. Donc je pense pas en vrai que ce soit réellement un problème. Aujourd'hui, je manage 2 hommes. Et ça se passe vraiment très très bien avec eux. La communication, elle est hyper fluide. Et je dirais du coup que la clé de la communication avec eux, c'est la transparence et le fait d'être explicite. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de mauvaise interprétation possible. Et donc travailler avec des hommes, ça se passe super bien. On viendra aussi un peu avec Émilie sur justement, toi, ce que tu as réussi à établir, cette communication, cette transparence, comment l'entreprise peut aussi accompagner sur ces questions-là. Merci pour ton témoignage. J'avais une dernière question, c'est un peu pour tout le monde qui travaille chez Deezer. J'ai vu un documentaire sur Arte sur le pop féminisme. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui mettait pas mal en avant toute la scène émergente française en musique et l'importance que ça a eu sur les questions féministes. Est-ce que, peut-être pour toi, Rachel, est-ce que ça a une importance pour toi? Qu'est-ce que tu en penses de cette scène féministe qui émerge? Ah, tu es en mute, Rachel. Merci, désolée. Pour le coup, moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur dans le sens où j'ai toujours été assez triste de voir le peu de femmes dans les tops annuels d'écoute sur Deezer. Et je dirais que sur ces 7 dernières années, j'ai vraiment vu une évolution et ça s'est clairement accéléré, je dirais, ces 3 dernières années. Et effectivement, aujourd'hui, on voit des évolutions sur la musique. Le format des morceaux change, le contenu, les paroles changent. Il y a une volonté aussi de réincarner quelque chose, pas juste de faire de la musique qui plaît. Il y a envie de faire passer des messages. Et je crois que c'est ce qui plaît aussi aux gens, c'est d'avoir un peu d'aspérité, un peu de profondeur, un peu de message. Et en ce sens, on vit une époque formidable. Ça peut sembler bizarre de le dire, mais c'est quelque chose, j'en suis convaincue, puisque justement, la parole se libère. Et effectivement, des artistes comme Angèle, comme Aya Nakamura à sa façon, parce que c'est pas du tout revendiqué,
mais ça n'en décrédibilise pas moins son discours et sa prise de position. Mais aussi plein d'artistes à l'international font que, en tout cas participent à faire bouger les lignes, à faire bouger la façon dont la femme est perçue dans l'art en général, dans la musique. Donc c'est vraiment fascinant. Il y a Grand Corps Malade aussi qui a sorti cet album sur les femmes. Et je trouve que, et c'est en ça aussi que je trouve très intéressant, c'est bien d'en parler, c'est qu'il y a aussi plein d'hommes qui je pense, n'étaient pas étaient féministes aussi à leur façon, mais ne se sentaient pas forcément légitimes de prendre la parole ou ce genre de choses. Et je trouve que la démarche de Fabien, donc Grand Corps Malade, est vraiment super en ce sens, parce qu'elle explique qu'on peut être allié sans comment dire, sans être dans quelque chose de vindicatif ou quoi que ce soit. Je vois que Chloé mentionne Iseult, bon, c'est une de mes artistes favorites du moment. Je trouve qu'il y a une forme d'affirmation de soi et de mise en scène qui est incroyable. Donc effectivement, le féminisme, c'est tous les féminismes. C'est le féminisme dans la musique, c'est le féminisme dans la tech. Ouais, encore une fois, en ce sens, je trouve qu'on vit vraiment une époque formidable. Ouais. Bah, je vous conseille en tout cas le documentaire, ça fait du bien. Et en effet, c'est de voir que le sujet est pris par un peu toute forme d'art. Moi, il y a Pomme aussi que j'aime bien, qui s'empare aussi hyper bien du sujet, je trouve. Loane aussi aime bien Pomme. Il y a plein d'artistes avec qui on travaille et qu'on aime beaucoup, et que, encore une fois, très humblement, je ne l'ai pas précisé, mais au fur et à mesure de ces années, avec mon équipe, on a essayé justement de faire un peu de discrimination positive, même si ce n'est pas forcément la seule façon de faire, mais en tout cas de se dire, quand on a le choix entre deux artistes, bah, si on peut représenter une femme, on va le faire. Trop bien. Du coup, je passe à un autre sujet. Merci à toutes les deux, mais après, si vous voulez repréciser des choses, n'hésitez pas. Du coup, c'est plus avec Manuel pour savoir quel futur de la musique se dessine. Donc, Manu, il s'est présenté tout à l'heure. Il est en quelque sorte dans le laboratoire de Deezer. Du coup, il y a Chloé qui pose une question sur le flow que tu pourras peut-être... à laquelle tu pourras peut-être répondre. Mais moi, je voulais savoir sur quoi portent justement tes dernières recherches. Alors là présentement, je ne vous parle pas vraiment du labo puisque je suis dans mon lit, comme un peu tout le monde, mais les dernières recherches, en fait, on a lancé pas mal d'initiatives sur l'analyse de la musique en général et au-delà de ça, sur la compréhension des intentions des utilisateurs. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller essayer de comprendre, quand les gens utilisent le moteur de recherche, dans quel état d'esprit ils sont. Est-ce qu'ils sont là pour découvrir de la musique? Est-ce qu'ils sont là pour écouter quelque chose de très précis et ils veulent le trouver le plus vite possible? Est-ce qu'ils sont plutôt ouverts à de la recommandation, à un guidage vers des playlists éditoriales, par exemple, ou des radios, ou des choses comme ça, qui sont en fait plein de choses qui sont très dures à faire pour un service de streaming, parce que globalement, vous êtes derrière votre téléphone ou votre écran, et on ne sait pas du tout ce que vous voulez. La seule chose qu'on sait, c'est ce que vous faites sur l'application, les mouvements que vous faites et ce genre de choses. Et donc voilà, les recherches qu'on a beaucoup en ce moment, c'est d'essayer de comprendre à partir des traces finalement de ce qu'on observe, de ce que vous faites, finalement d'essayer de remonter à ce que vous vouliez faire. Voilà, c'est tout un champ de recherche qu'on appelle la modélisation des intentions des utilisateurs. Alors ça me fait sortir complètement de ma zone de confort parce que ça fait appel à des études un peu de psychologie, de user studies, de choses comme ça, des choses qui viennent d'études américaines sur lesquelles moi, qui suis plutôt un mathématicien, je ne suis pas forcément à l'aise, mais c'est des trucs très intéressants. Dans exactement la même veine, on a des travaux en cours avec des sociologues sur la modélisation des goûts et aussi des dégoûts en termes de musique des utilisateurs. Alors ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, parce que quand on travaille sur de la recommandation, on se rend compte qu'il y a des dégoûts chez les gens, des dégoûts liés à la musique. Par exemple, si je prends Rachel qui est ici et qui n'est pas au courant que je vais parler d'elle, Rachel a une sorte de némésis dans la musique, un artiste qu'elle n'aime pas du tout, qui est quelqu'un dont le prénom est Michel et dont la nom de famille commence par S. Voilà, cet artiste-là,
elle ne l'aime pas du tout. Et pourtant, je pense que… Oui, tu veux dire quelque chose, Rachel? T'es en mute. Voilà, donc, et on a tous, en fait, non seulement des goûts musicaux, mais aussi des dégoûts. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer pour une plateforme de streaming, c'est cette partie-là, ce non-attachement à certains artistes. Et qui pourtant est très important à faire si on veut être capable de essayer de comprendre, de faire de la recommandation. Typiquement, quand un nouvel album va sortir, il faut qu'on essaie de comprendre qui ça peut intéresser de l'écouter, et ainsi de suite. Donc voilà, on a un travail en cours qui est vraiment fascinant, je pense, avec des sociologues de Sciences Po et du CNRS sur l'analyse des dégoûts musicaux et des goûts, et surtout comment ça évolue dans le temps, qu'est-ce qui va faire en sorte que… Quel est le traumatisme originel qui fait qu'on peut se retrouver à détester des artistes, qu'est-ce que ça veut dire derrière, et puis voilà, qu'est-ce que nous on peut apprendre de ça pour essayer d'améliorer un peu notre produit. Voilà, et sinon, sur des choses plus terre à terre et plus proches de mon domaine à moi, on a des travaux vraiment sur la catégorisation de la musique, sur la transcription automatique des paroles, par exemple, pour savoir de quoi ça parle les morceaux de musique. Est-ce qu'on peut automatiquement, à partir des fichiers MP3 et qu'on nous envoie, essayer de trouver de quoi ça parle directement. Ce qui peut aussi être intéressant pour faire de la détection, par exemple, d'insultes ou de termes un peu offensants, ce genre de choses. Pareil, on a tout un tas d'applications derrière qui peuvent être intéressantes. Et de façon peut-être plus compliquée, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment la catégorisation de la musique, elle peut varier vis-à-vis des publics. Je m'explique, pendant très longtemps, on a utilisé des labels, des tags qu'on a appliqués à nos morceaux de musique, à nos artistes, en disant, bah voilà, U2 c'est du rock, Jul c'est du rap. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce genre de catégorisation de la musique en genre n'a plus vraiment lieu d'être. Il faut aller plus finement dans la compréhension de quel public reçoit et comprend la musique. Et typiquement, si vous avez demandé à une adolescente en Corée du Sud ce que c'est que le rock, elle ne vous donnera pas la même définition, et elle n'aura pas mentalement le même schéma musical qu'un sexagénaire du Mississippi. Voilà, c'est à gros traits, je vous ai tiré à peu près les deux extrêmes, mais globalement, il y a tout un continuum de description et de compréhension de la musique entre ces deux personnes-là. Et chacun d'entre nous, on a une compréhension de ce qu'est la musique, de ce qu'elle n'est pas. Et derrière des labels, on attache finalement des concepts qui peuvent être différents. Et on essaie aujourd'hui de faire évoluer notre représentation interne de la musique et du catalogue Deezer en essayant de prendre en compte ces différentes compréhensions de ce que sont les genres musicaux pour différents publics. Voilà, j'ai été très long, mais globalement, c'est tous ces sujets-là sur lesquels on travaille. En même temps, c'est vaste. Tu as une question, Manu, de Gaëtan, sur ce que tu viens de dire. Dois-je comprendre que vous utilisez des parcours d'écoute pour tenter de déchiffrer des nouveaux genres ou des nouveaux tags? C'est très intéressant. En fait, la notion de nouveau genre, elle est intéressante parce que globalement, ils s'en créent en permanence. Et soit on peut les détecter en essayant de détecter que, par exemple, des musiques qui apparaissent sont originales. Mais ça, c'est très compliqué parce qu'il faut réussir à comprendre qu'il y a des distances dans des espaces musicaux. Donc, qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est l'instrumentation? Quand des mouvements comme la trappe apparaissent, quand des mouvements comme des sous-genres d'électro naissent, ils naissent souvent avec des signatures timbrales, des signatures musicales qui sont particulières. Et on peut essayer de les détecter et de dire, OK, là, il y a une rupture par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc, il y a l'émergence d'un nouveau genre. Mais en pratique, c'est assez rare finalement qu'il y ait des vraies ruptures dans la production musicale. Il y a plutôt un continuum, et ensuite un moment donné où une communauté de gens se met à labelliser la musique d'une nouvelle façon. Et c'est plutôt cet aspect communautaire en fait qui va décider de la création d'un nouveau genre. Finalement, tant que on ne labellise pas différemment un morceau de musique en disant finalement ça ne se rattache plus à la trappe habituelle, il faut appeler ça autre chose. Tant que personne n'a inventé un nouveau mot, nous, on ne peut pas détecter qu'il y a une rupture là-dessus. Et donc, on peut soit analyser la musique, analyser le signal audio, essayer de trouver des ruptures, soit analyser ce que les gens écoutent, les parcours d'écoute, et pareil, essayer de détecter la création de nouvelles communautés, la création de nouveaux parcours d'écoute, ce genre de choses. Ok. Du coup, Gaëtan te répond en direct. C'est bien pour cela qu'en regardant des parcours d'écoute, il est intéressant de catégoriser par d'autres variables que le son en lui-même. En effet, il y a tout l'aspect dont tu parles aussi de sociologie, de communauté qui complète. En fait, tu es un peu à l'intermédiaire de plein de sujets différents. Il y avait juste quelqu'un, Tom, je crois, qui te posait une question sur la user research, peut-être ta relation avec cette équipe chez Deezer.
Typiquement, dans le projet qu'on a en cours sur les dégoûts, on travaille ensemble. C'est quelque chose qu'on a porté ensemble depuis le début. On est sur pas mal de sujets aussi sur les intentions. On a plein de projets en commun aussi. Voilà, physiquement, c'est des gens qui sont normalement à 30 mètres de moi. Bon, alors que là, encore une fois, je ne suis pas au labo, je suis dans mon lit. Donc ils ne sont pas là, je parle à mon mur. Mais en fait, chez Deezer, on n'est pas non plus une très très grosse boîte. Et c'est des gens qu'on croise tous les jours et avec lesquels on travaille, évidemment. Bon, normalement, quoi, quand on n'est pas dans notre lit. Et il y a Chloé qui pose aussi la question au-delà des genres, des humeurs. Est-ce que vous observez une nécessité de classifier par humeur les musiques plutôt que par genres musicaux? C'est pas disjoint. Il y a une influence de l'humeur sur le genre musical, mais c'est pas. Il y a effectivement des choses qu'on peut faire sur l'humeur et qu'on a fait d'ailleurs. Si vous cherchez, on a des articles de recherche qui ont été publiés il y a déjà 2-3 ans où on faisait de la détection de l'humeur. L'humeur, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on se pose toujours la question de savoir si c'est quelque chose d'universel. En gros, est-ce que partout dans le monde, une chanson triste est triste? C'est très intéressant. Il y a des travaux, notamment en ce moment, d'anthropomusicologie, de gens qui font des expériences où ils font écouter tout un tas de musique à différentes personnes partout dans le monde et ils essaient de voir quels sont les invariants en fait. Et il semblerait qu'il y en ait finalement quelques-uns. Il faudrait que je me rappelle de l'étude et que je vous donne le vrai lien de comment ça se passait, mais globalement, on se rend compte que, par exemple, les berceuses, c'est quelque chose d'universel. Si vous faites écouter une berceuse à n'importe qui dans le monde, globalement, il va être capable de dire ça, c'est une berceuse. De la même façon pour la musique pour danser, ça c'est plus étonnant, mais la musique pour danser, il semblerait que la danse, ce soit quelque chose de relativement universel. C'est-à-dire que les gens vont être capables de dire, ok, ça c'est dansant. Ce qui, moi, m'a beaucoup surpris d'ailleurs, parce que on peut danser sur tout un tas de choses. Il y a des gens qui dansent sur Michel S, par exemple, même si ça, il y a ça, et les choses qui ne marchent pas, c'est typiquement tout ce qui est la détection des sentiments amoureux, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui ne passe pas la barrière des cultures, et on n'est pas globalement d'une culture à l'autre toujours capable de dire que c'est une chanson d'amour, par exemple, ou pas. Donc il y a des humeurs et il y a des moods musicaux qui ont l'air d'être universels, qui ont l'air d'être partagés. Donc ça veut dire qu'il y a dans la musique, il y a des façons de faire des berceuses qui sont partagées par tout le monde, par toute l'humanité. Et puis, il y a des choses plus complexes, des émotions qui sont plus complexes culturellement et qui sont moins universelles du coup et donc plus adaptées à un contexte. Ok. Si tu retrouves l'article, Manu, de toute façon, j'enverrai un mail récap à tous les participants, donc je pourrais mettre le lien dans le mail. Je pense que ça sera super intéressant. Oui, bien sûr. Il y a Noémie qui posait une question sur les festivals qui s'éloignent un peu de ton sujet, donc je prendrai ta question à la fin, Noémie, si ça te va. Et Ivana qui me fait une transition parfaite avec la voix et l'IA qui s'implantent de plus en plus dans les stratégies conception. Quelle est la position de Deezer là-dessus? Donc ça, c'est un sujet. Et elle nous introduit Splitter. Justement, c'est quelque chose sur lequel Manu a travaillé et dont il voulait nous parler ce soir. Donc, je te laisse nous présenter ce que c'est Splitter. Bah ouais, tout à fait. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voulais vraiment vous parler de Splitter parce que c'est globalement une initiative qu'on a fait envers la communauté des développeurs et du monde de la tech et de la musique en général, qui était à un moment donné, on a développé en interne un outil de séparation de sources pour faire toutes les recherches dont je vous ai parlé au préalable. Un outil de séparation de sources qui marche vraiment bien. Je veux dire, pour avoir travaillé moi sur ces problèmes-là de séparation de sources depuis quasiment 10 ans, on s'est rendu compte que là, on arrivait à un système qui marchait vraiment. C'est-à-dire que je vais vous faire une démo juste après, mais ça marche vraiment. Et à partir du moment où ça marchait vraiment, on s'est dit, OK, ça, c'est un outil qu'on peut mettre dans la main des développeurs, dans la main des créateurs, pour qu'ils fassent des choses. Et on n'a pas été déçus du résultat. C'est-à-dire que si vous allez sur le GitHub de Deezer, et je vais vous copier le lien dans le chat juste après, mais on a mis en place le code de façon open source avec les modèles préentraînés qui permettent de faire cette séparation que je vais vous montrer là tout de suite et qui a été directement réutilisé par tout un tas d'acteurs de l'industrie musicale, donc là même dans des logiciels professionnels de traitement de la musique et de retouche de musique, il y a des bouts de ce code qui sont réutilisés, donc c'est quelque chose dont on est assez fier. On l'a fait nous pour des questions de recherche, et maintenant c'est quelque chose qui est vraiment disponible, et que si ça vous intéresse de tester, surtout n'hésitez pas, c'est disponible. Mais du coup, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt si ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas, donc je vais changer de page et le refaire. Ce que je voulais vous montrer, c'était plutôt
finalement ce que ça donne. Et voilà, donc normalement quand je fais la démo, je demande toujours aux gens de me donner n'importe quelle chanson parce que ce petit prototype là que je fais tourner sur le catalogue Deezer, je peux le faire en live sur n'importe quelle chanson. Mais comme il est déjà tard et que ça demande quand même quelques secondes de calcul, je vais juste vous donner un aperçu des possibilités que ça ouvre en fait de développer ce genre d'outil. Là typiquement j'ai pris une chanson et avec l'outil Splitter, je l'ai séparé en 4 pistes et vous allez tout de suite comprendre ce qu'on peut faire avec. J'espère que vous entendez la musique. Ouais. Alors voilà, la voix va commencer. Et si je veux me concentrer sur la voix, je vais l'isoler. Alors peut-être que j'ai pas envie d'isoler la voix, mais juste de baisser un peu le volume. Au passage, vous pouvez imaginer les applications de karaoké qu'on peut mettre en place avec ça. On avait développé une application de démo à Noël dernier qu'on avait un petit peu déployée. De la même façon, si vous voulez travailler la rythmique, par exemple, vous pouvez écouter uniquement la batterie. Ça fonctionne aussi assez bien. Et ensuite, vous pouvez vous faire votre propre version karaoké. Donc, on enlève la voix et on chante par-dessus. Alors voilà, peut-être qu'un jour, dans le produit Deezer ou dans d'autres interfaces, vous aurez la possibilité non seulement d'écouter de la musique, mais d'agir finalement de façon active sur ce que vous voulez écouter et de spatialiser les différents instruments, de monter le son de la trompette, de baisser le son de la batterie, de faire tout un tas de manipulations sur le signal qui seront permises par ce genre de modèle. Voilà, c'est globalement ce que je voulais vous montrer là-dessus. On pourrait laisser cette musique parce qu'elle est pas mal, mais je vais plutôt rendre la main. Et je vous mets immédiatement dans le chat le lien GitHub vers Splitter. N'hésitez pas à vous en servir et à nous remonter des bugs, hein, vous savez comment ça fonctionne. Super, merci Manu. On est juste un peu déçus que tu n'aies pas testé avec Michel S, que la voix. Bon. Non, parce que j'estime beaucoup Rachel et j'ai pas du tout envie de lui faire subir ça à cette heure-ci de la journée. On aurait pu la faire chanter. Moi, je trouve ça très dommage. Merci pour le lien. Je pense que je voyais plein de réactions de gens assez impressionnés. Je pense que ça va intéresser pas mal de développeurs et de développeuses qui sont là. Il y a aussi des apprenants et apprenantes ADA. Ça pourrait donner des idées aussi de projets à faire chez nous. C'est super. Merci Manu. Comme l'heure tourne, je pense qu'on va passer à toi, Émilie, sur le sujet de l'entreprise inclusive. Deezer, comme on l'a vu, c'est devenu une grosse boîte qui a évolué très vite. Est-ce que tu pourrais nous parler des initiatives qui ont été mises en place pour plus de diversité chez Deezer et bien nous expliquer aussi la différence entre diversité et inclusion qui ne sont pas les mêmes choses? Oui, alors d'abord, je tenais à dire que ce soit la diversité, enfin, ou le sujet de diversité et inclusion, ça part toujours d'une philosophie d'entreprise et d'un histoire, d'un ADN qui s'est créé souvent dès le départ. Tu parlais de Daniel Marelli, du fait que le fondateur, il était autodidacte et que voilà, il avait cette vision de la valeur intrinsèque d'une personne plutôt qu'une étiquette qu'on met dessus. Je pense que ça a été le point de départ et finalement, ça s'est construit avec toute une cohérence autour de se dire que en fait, le business model de Deezer, que la diversité et l'inclusion a une part hyper importante dans le business model. Ce n'est pas juste un concept RH, bon, c'est ça que je veux dire. C'est que finalement, dans la mission même de l'entreprise, ça démarre par la musique pour tous. Si tu veux faire de la musique pour tous et que tu veux t'adresser à tous les utilisateurs possibles, il faut bien que tu les comprennes et quelque part, il faut que tu miroires les gens à qui tu veux t'adresser en interne. Donc, il faut que tu aies des équipes diverses qui vont pouvoir comprendre, parler, se mettre dans la peau de l'utilisateur final et de l'artiste aussi. Idem, on a envie de représenter des artistes divers et variés, il faut que cette diversité, on l'ait en interne. Donc, ce n'est pas juste un vœu pieux de se dire qu'on a besoin de diversité en entreprise. Donc, la première chose, c'est de se dire qu'il faut qu'on recrute des équipes différentes,
avec toute forme de diversité possible, qu'elle soit en termes de parité, en termes de nationalité, en termes de background éducatif. Voilà. Il y a plein de dimensions à la diversité. Et après, l'inclusion, ce qui est différent de la diversité, c'est que c'est une chose de les recruter, mais il faut qu'elles puissent travailler ensemble, ces personnes. Et Angéline le disait très bien, ça passe par de la communication, de l'explicite, de la compréhension de ce que l'autre peut ressentir ou autre. Donc nous, on s'est dit, finalement, toutes nos actions diversité et inclusion, il faut qu'elles permettent ça. Donc on a des actions qui sont centrées sur le recrutement et comment est-ce qu'on va sourcer des gens différents, et faire une conférence comme celle qu'on fait ce soir, c'est un type d'action, par exemple, qui nous permet d'aller chercher des profils différents, et notamment dans la tech, avoir des femmes dans la tech, c'est un angle important. Mais on a aussi des actions qui sont plus internes sur la partie inclusion. Typiquement, là, on lance cette semaine, et la première conférence est demain, un programme Diversity and Inclusion dont l'objectif est finalement de former tout le monde et de faire réfléchir chaque employé sur son rôle dans et la diversité et l'inclusion, donc ce travailler ensemble qui est possible parce que tu vas mieux te comprendre. Et dans le programme, il y a une webconférence d'1 heure, un petit e-learning, des ambassadeurs internes qui se sont portés volontaires. On a 25 personnes en interne qui ont choisi d'être ambassadeurs diversité et inclusion. Et ensuite, eux vont animer des talks sur finalement, ça veut dire quoi d'avoir une culture inclusive au sein de l'entreprise, quel rôle moi je peux jouer, comment je peux m'impliquer, comment je peux mieux comprendre, et aussi comment je peux mieux me connaître. Parce qu'on n'a jamais le sentiment de discriminer, on n'a jamais le sentiment d'avoir des préjugés. Ce serait trop facile. Si on le savait, on agirait dessus. Donc, typiquement, il y a un des sujets qu'on aborde dans ce programme, notamment dans la webconférence, dans le e-learning, qui va être d'accompagner chacun dans une réflexion sur c'est quoi mes propres biais. Parce que la première étape pour travailler dessus, c'est d'en être conscient. Donc, d'arriver à passer du bien inconscient à en fait, d'accord, je réalise que finalement, j'ai peut-être un préjugé sur telle dimension ou telle dimension. Et maintenant que je le sais, qu'est-ce que je fais pour aller au-delà? Voilà, donc il y a des actions recrutement, il y a des actions en interne, et il y a aussi peut-être le dernier élément qui est de faire partie d'un écosystème qui va favoriser la diversité. Donc cet écosystème, il peut être aussi bien de travailler avec des partenaires comme des écoles, comme ça va être le cas avec ADA, mais aussi on est membre de Tech for Good, qui est une sorte de programme qu'a mis en place le gouvernement français, et notamment qui est lié à Vivatech, au salon qui avait été organisé, qui est organisé chaque année depuis maintenant 3-4 ans, je crois. Et avec cette philosophie de se dire que toutes les innovations qui sont liées à la tech doivent être utilisées pour le bien de la planète et pour le bien de l'humanité. Et il y a notamment dans le programme Tech for Good certains axes de travail stratégiques, et il y a un des axes dans lequel nous on est particulièrement impliqués qui est Women in Tech. Donc cette idée de se dire qu'il faut plus de parité et donc plus de femmes dans la tech notamment. Et justement, sur ce sujet des femmes dans la tech, où est-ce que vous en êtes chez Deezer? Comment les recruter? Comment les trouver peut-être aussi? Comment les faire venir chez vous? Quel est le chantier niveau recrutement là-dessus? Alors, il y a plein de chantiers différents. Il y a une grosse partie communication. Parce qu'il y a souvent, comme c'est le cas dans la diversité, de l'autocensure. Des gens qui se mettent des barrières eux-mêmes en se disant je ne vais pas soit aller choisir telle carrière, telle éducation, ou soit je me suis formée, mais je n'ose pas postuler dans cette entreprise. Donc, pour nous, c'est important, et à travers des conférences, à travers des articles qu'on va pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, à travers des programmes comme Tech for Good, déjà de dire haut et fort, en fait, nous, oui, on en cherche, par exemple, des femmes dans la tech. Pas que ça, mais voilà, de se dire, ne vous censurez pas et postulez chez Deezer parce que typiquement, on en a besoin et on va le dire haut et fort. Donc, il y a l'axe communication. Après, il y a l'axe sourcing néanmoins. Alors, sourcing, ça va être du sourcing direct sur LinkedIn, d'aller chercher les profils dont on a besoin, ou de faire des partenariats avec des formations spécifiques plus ciblées. Et puis, ensuite, il y a le travail aussi avec nos équipes de recrutement pour s'assurer
qu'on a des annonces qu'on appelle inclusives, donc qui ne sont pas orientées ou genrées. On a formé encore récemment nos recruteurs et nos équipes RH sur tout ce qui est point de non-discrimination. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on respecte non seulement toutes les parties légales, mais vraiment que le process, il est neutre de A à Z, en fait. Et après, il y a la partie, une fois qu'on a attiré ces profils en entreprise, comment on fait pour qu'ils soient bien onboardés, qu'ils soient bien suivis. Et c'est là où toute la partie inclusion va jouer. Ok. Je vois qu'on arrive à la fin de l'heure de prise de parole. Donc, je vais laisser la parole aux participants si vous avez des questions. Il y en avait une première de Noémie que je n'ai pas oubliée sur les festivals. Alors, je ne sais pas qui la prend. Au sujet du futur de la musique en tant que plateforme digitale, songez-vous également au futur des festivals musicaux, surtout dans le contexte sanitaire actuel? Si oui, comment? Je peux tenter d'y répondre, même si ce n'est pas forcément directement mon scope. Bien entendu, on pense énormément, au festival et à l'année particulièrement douloureuse qu'ils ont passée, je pense, de façon générale à toutes les personnes du live. Bien entendu, il y a des réflexions sur comment travailler avec eux. Après, pour être totalement sincère, c'est vrai qu'on s'est jusqu'à présent concentré sur les artistes aussi, puisque déjà ce sont nos partenaires directs avant même les festivals. Donc c'est à eux qu'on a pensé en priorité. Après, bien entendu, on a toujours collaboré avec des festivals de toute taille d'ailleurs. Et c'est des gens c'est une industrie dont on est très proche, bien entendu. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que oui, ce qui est sûr, c'est qu'on espère revivre des moments de live d'une façon ou d'une autre dans les prochains mois. Et bien entendu, on est disposé à échanger avec eux sur comment s'y prendre, quoi. Ok. Il y a encore une question pour toi, Rachel, j'enchaîne, assez précise, de quelqu'un d'assez bien renseigné, Davy. Aujourd'hui, et sauf erreur de ma part, les rémunérations directes du streaming ne sont significatives que pour les artistes les plus écoutés. Deezer semblerait vouloir pousser un mode de rémunération du streaming appelé user-centric. En quoi cela consiste-t-il? Comment pourrait-il améliorer les rémunérations directes des artistes? Tout à fait. Alors, encore une fois, ce n'est pas mon scope. Moi, pour vous rappeler, en charge des relations artistes, labels et de la musique, pas de la partie légale. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous donner une réponse claire. Et par avance, je m'excuse auprès de mes collègues si je dis des bêtises. Donc, voilà. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la rémunération, ce qu'on constate, non, c'est que comme je l'ai expliqué précédemment, voilà, le streaming s'est construit en réaction à une situation, en réaction à une crise, en réaction à du téléchargement illégal. Donc il a été fondé sur des principes qui étaient, je dirais, ceux qu'ils étaient à l'époque. Et comme toute chose et toute discussion, les termes sont amenés à être revus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait de live juste avant, aujourd'hui l'économie d'un artiste repose sur tout un ensemble de sources. Le live en fait partie et le master, enfin en tout cas la vente d'albums au sens physique et digital du terme en font également partie. Aujourd'hui, la rémunération, sans rentrer dans les détails qui sont très complexes, effectivement, passe par plusieurs canaux, par les sociétés de redistribution et par les labels. Et justement, nous, on a ce souhait, cette volonté de pouvoir rééquilibrer la rémunération par exemple, je vais vous donner un exemple, ce sera encore plus simple. Si vous n'écoutez qu'un artiste, qu'en gros l'intégralité des royautés que nous allons percevoir sur le prix de votre abonnement ou sur la rémunération publicitaire dans le cas
des utilisateurs gratuits, reviennent à cet artiste. Voilà. Plutôt que de rémunérer toute une assiette et toute une industrie et dont une partie reviendra à cet artiste. Donc voilà, la volonté, c'est vraiment d'avoir une plus grande justice dans la rémunération. Encore une fois, je ne remets absolument pas en cause le système qui a été mis en place à l'époque. Il a été mis dans des conditions bien spécifiques. En revanche, voilà, aujourd'hui, on considère qu'il est nécessaire et important d'avoir cette discussion. Voilà. Super. Bah, ça a l'air de satisfaire Davy qui met des petits smileys, bravo. Il y a encore, sous les feux des projecteurs, Rachel, il y a encore deux questions pour toi sur donc en quoi consiste ton métier au quotidien, et c'est un peu lié sur ta relation concrète avec les maisons de disques et les labels. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs types de relations entre Deezer et les labels. Il y a déjà une relation qui est purement technique. Ce sont eux qui nous livrent plutôt la musique, et ce de façon quotidienne et dans des volumes assez colossaux. Je crois qu'on est, Manuel, tu sais peut-être, toi, mais je crois on reçoit plus de 20 000 références par jour. Donc, ça doit être quelque chose comme ça. De mémoire, c'était ça. Et donc, en gros, voilà, ça représente énormément d'informations reçues chaque jour. Donc, il y a une première relation technique, donc là, qui n'est pas de mon fait. Il y a une relation contractuelle, où justement, comme je faisais référence juste avant, on a des contrats avec eux de distribution digitale. Moi, pour ma part, en fait, j'ai pas d'échanges commerciaux. Je dirais que j'ai la part belle. Je ne parle que de musique. Donc ça tombe bien, c'est ce qui m'intéresse. Et donc en gros, voilà, les échanges qu'on va avoir au quotidien, c'est un label qui va nous informer de ses sorties à venir, qui va attirer notre attention sur parfois des nouveaux talents. Puisque nous, ça fait partie vraiment de... On parlait d'inclusivité tout à l'heure et de diversité. C'est aussi une règle qu'on s'applique dans la recommandation musicale qu'on fait au quotidien. De toujours favoriser la représentativité d'artistes indépendants déjà d'une part, et d'artistes non signés aussi, et d'artistes plus petits. Donc voilà, c'est toujours avoir une plus grande diversité et plus sur voilà, vraiment les relations qui peuvent exister. On a aussi des relations avec les artistes parfois directement, les managers. C'est vrai que quand on est dans ce milieu, on finit par connaître beaucoup de monde, surtout quand on est quand à la part. Moi, j'étais en label avant, donc surtout quand c'est dans ce cas-là, effectivement, on connaît beaucoup de monde. Donc je dirais qu'il arrive que des artistes me contactent sur Instagram en me posant des questions. Oui, comment je peux faire pour avoir accès à mes datas? Donc c'est là où justement je me tourne vers Angeline. Et j'en profite encore une fois pour la remercier et saluer tout le travail qu'elle a effectué, parce qu'elle est trop humble pour le dire, mais voilà, vraiment quand même, c'est une sacrée warrior. C'est une super Saiyan, et il faut que ça se sache, et il faut qu'on en parle. Et donc voilà, donc il y a beaucoup d'accompagnement d'artistes au quotidien, les aider, les soutenir, répondre à leurs questions, comment rentrer en playlist, etc. Et donc voilà, pour ce qui me permet de faire la transition avec mon quotidien. Donc au quotidien, je dirige une équipe composée de 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes même, qui sont en charge. Donc il y a 4 personnes qui sont en charge de la partie playlisting. Donc si vous êtes utilisatrice Deezer, vous connaissez très probablement les playlists d'Alexandre, Gilles ou Nargès, et de gens qui nous assistent sur cette partie-là. Il y a une autre personne qui s'occupe de tous les projets, ce qu'on appelle les projets éditoriaux. Pour vous donner pour vous donner une idée, ce qu'on appelle les projets éditoriaux, en fait, ce sont notamment les Deezer Originals, donc les créations originales qu'on va produire tout au long de l'année pour offrir un contenu différenciant à nos utilisateurs. Pour exemple, certains d'entre vous connaissent peut-être La Relève ou la compilation Souvenirs d'été, qui, je l'espère, vous a accompagné l'été dernier, après post-premier confinement. Donc, où en gros, là encore une fois, on est en relation avec les artistes, on leur propose
d'enregistrer des reprises de hits de l'été avec leur univers. Et ces titres, par la suite, sont disponibles en exclusivité sur Deezer. Donc, c'est une façon aussi pour nous de faire un cadeau à nos utilisateurs, de leur dire qu'ils ont... C'est une raison supplémentaire de leur dire qu'ils ont raison d'être chez Deezer, quoi. Voilà. J'espère que j'ai répondu aux questions. Ça me semble tout à fait répondre. Merci. Alors, Émilie et Manu me facilitent la tâche, comme il y a beaucoup de questions, en répondant dans le chat aussi. Donc, il y avait une question intéressante de Claire. En parlant des nouveaux talents, faites-vous de la prédiction pour déterminer quels seront les artistes en vogue de demain? Ça, c'est une question qui m'était souvent revenue quand moi, je bossais chez Deezer. Et Manu répond, pas du tout. Je suis convaincue que ça ne fonctionnerait pas. Est-ce que Rachel, tu as quelque chose à ajouter peut-être là-dessus sur les artistes de demain? Comment toi, tu peux, justement, plus avec ta casquette musique que data, comment tu les identifies? Comment ça se passe? Alors, je dirais qu'en dehors des heures de travail, je passe beaucoup de temps à chercher tout le temps des artistes. Je passe d'une page à une autre. Je passe beaucoup de temps sur Instagram. Je passe beaucoup de temps. Avant, je passais beaucoup de temps en concert. Et encore une fois, la découverte fait partie de mon ADN et de l'ADN de l'éditorial chez Deezer. Pour mémoire, notre premier éditeur, donc curator, personne en charge des playlists, est un historique, c'est l'employé numéro 4 ou 5. Donc on est vraiment la seule plateforme de streaming à avoir un ADN éditorial aussi fort, et ce depuis le départ. Comment on les découvre? J'ai envie de dire que c'est assez immatériel en fait. C'est une émotion. Quand on fait un métier comme celui-ci, évidemment, il y a nos émotions, nos propres goûts. Mais pas que. C'est-à-dire qu'on doit aussi être en mesure de s'émouvoir d'un artiste qui ne va pas nous parler personnellement, qui ne va pas nous toucher personnellement, mais chez qui on sait reconnaître un potentiel. Donc il y a un côté un petit peu directeur artistique ou directrice artistique sur ce côté-là. C'est beaucoup de feeling. Et il arrive de se tromper, bien entendu. Hein. Mais généralement, on s'aperçoit que on a découvert plein d'artistes qui aujourd'hui ont su tracer leur route. Je pense à Christine and the Queen, je pense à Iseult dont on parlait tout à l'heure, que je suis depuis quelques années déjà, à Hervé qui est en train de tout péter avec sa dernière campagne pour une marque de café. Enfin, il y a plein d'artistes comme ça qu'on a repérés. Je vous invite même Angèle à l'époque. Moi, j'ai vu Angèle dans un tout petit théâtre, on était 25. J'ai eu un coup de foudre et je me suis dit cet artiste ira très très loin, et bon, je ne me suis pas trompée. Donc voilà, c'est assez immatériel, assez difficile à décrire. Je pense que c'est aussi de l'expérience, hein, tout simplement. Des signaux. Il y a encore une question pour toi, Rachel, et après je leur tourne, donc je pense qu'on va devoir mettre fin, qui est assez intéressante et à mon avis un peu délicate. Vous parliez de discrimination positive pour les artistes féminines. Prenez-vous également des actions contre certains artistes qui ont fait l'actualité, comme Noah Lascal, Roméo Elvis, R. Kelly, etc.? C'est une question délicate, effectivement, surtout que les 3 artistes dont on parle sont des cas totalement différents, et donc même ce qui les rejoint, bien entendu, c'est d'avoir enfreint des règles, ça c'est certain. Après, je pense que il faut toujours faire très attention. Alors bien entendu, dans le cas de Moi la Squale, on l'a retiré de toutes les playlists, dans le cas de Roméo aussi. R. Kelly, c'est un cas un petit peu particulier puisque, en l'occurrence, il n'est pas playlisté chez nous aujourd'hui. Après, sur le fait de rendre une discographie disponible ou non, c'est encore un autre sujet. Je pense qu'il faut toujours faire très attention aux gestes qu'on peut avoir, et je pense qu'il est toujours important d'avoir une réponse qui est graduée. C'est-à-dire que je considère que tant que la justice, je considère que c'est à la justice, vu qu'il s'agit d'actions
répréhensibles liés à des actes qui les engagent eux en tant que personnes. Et je pense que c'est d'abord la première chose la première réponse qui doit être formulée. Après, nous, effectivement, si éditorialement, de ce fait-là, on souhaite ne plus le mettre en avant, je trouve que c'est une décision qui nous revient. Et encore une fois, dans le cas de ces 3 artistes, ils ne sont pas mis en avant. Mais par contre, je ne suis pas à l'aise avec le fait de retirer les discographies. Je ne suis pas pour la censure. Et voilà, ça c'est ma position au jour et à l'instant où je vous parle. Je ne suis pas en train de dire que c'est gravé dans le marbre, mais en tout cas, c'est la façon dont j'approche le sujet aujourd'hui. Super, merci. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Si quelqu'un a encore une question en tête, c'est le moment ou jamais. Merci aussi à Manu qui poste pas mal de références en direct. Moi, je les reprendrai pour vous les envoyer par mail. Rachel, si jamais Angèle veut regarder ce que fait Ada Tech School, on est super partant parce qu'on l'adore et je pense qu'on pourrait faire des trucs avec elle. Je place ça là devant 70 personnes. Du coup, je pense que la conférence touche à sa fin. Merci énormément à tous les 4. C'était top. Super intéressant, très varié. On a évoqué plein de sujets et qui tous, chez Ada, nous tiennent à cœur, de la musique au féminisme, à la tech. C'était passionnant. Moi, j'ai adoré vous interroger là-dessus. Si vous avez un dernier mot à dire, vous pouvez. Et puis sinon, on va se dire au revoir. Apparemment, les participants sont aussi motivés. C'est cool. Moi, si j'ai juste un truc à dire, c'est effectivement lancez-vous. Lancez-vous, faites-vous confiance. N'attendez pas qu'on vous dise de faire ou de bien faire. Lancez-vous. Et de toute façon, on ne prend jamais des risques disproportionnés. C'est important d'oser. Et encore une fois, de se lancer dans les choses qu'on a envie de faire, quelles qu'elles soient. Complètement. Alors, il y a Yann Richard, je mentionne, qui dit quand même « Je me lance, je cherche un stage chez Deezer ». Émilie. J'ai vu, j'avais noté dans le chat. Et Deezer, en effet, ouais. Ouais, n'hésite pas à postuler. Et lancez-vous aussi pour les gens les participants qui sont intéressés par le développement. Du coup, lancez-vous chez Ada Tech School aussi. Ça peut permettre d'aller dans des entreprises comme Deezer et d'allier code et sa passion, comme le font Angéline et Manu. Merci beaucoup à tous les 4. Je vous souhaite une très bonne soirée. Du coup, Manu, je reprendrai toutes tes ressources dans le mail. Si Angéline et Rachel et Émilie, vous voulez aussi m'envoyer des choses, je fais un mail récap et aussi un article. Pour les participants, si ça vous a intéressé, vous pouvez aussi partager la conférence. Elle sera sur YouTube demain. Donc, n'hésitez pas. Et merci beaucoup. Je vais arrêter du coup le Zoom. Ah oui, et Angéline voulait ajouter une petite précision sur Backstage. Petite précision, effectivement, j'ai oublié, lorsque tu m'as demandé la composition de l'équipe Backstage, évidemment, j'ai oublié l'essentiel. Ça fait pas sens d'avoir un projet comme Backstage sans la data, évidemment. Je ne l'ai pas précisé lors de la composition de l'équipe, parce qu'aujourd'hui, la data était vraiment une équipe à part entière vers laquelle on va rechercher des ressources au travers de leur API. Donc voilà, évidemment, j'ai oublié la data, mais la data est bien présente sur Backstage, bien sûr. C'est bon, la data sera mentionnée. Merci. C'est ça, merci. Merci à tous pour l'invitation. C'était vraiment chouette de faire partie de cette expérience. Merci. Merci. À très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.